Merci beaucoup pour cette introduction. D'abord, j'ai un immense plaisir à vous voir, être à Saint-Malo. Je remercie Elpétis de cette occasion d'échanger avec vous sur les applications mobiles. Juste un détail, je suis profondément médecin, profondément clinicien, je vois des malades en vrai, je vais à leur domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, je les vois en vrai en consultation, je ne suis pas geek, je suis aussi, moi, comme l'exposé précédent l'a dit, affolé par l'accélération du monde, mais ceci dit, les applications mobiles font partie maintenant de notre quotidien et si nous avons commencé, nous, à l'hôpital, à les concevoir, parce qu'on n'avait pas ce qu'on voulait, à les concevoir pour nos patients, c'est vraiment dans un but de relation avec le patient, médecin, infirmier, objet connecté. Donc, le pilier de mon topo va être ce trépied, machine, professionnel de santé, patient. C'est important, je ne vais pas vous faire l'éloge des applications et des smartphones, on va juger ensemble de leurs possibilités et de leurs possibilités. Donc un petit mot d'introduction sur le cadre de l'exposé. La prévention, qu'est-ce que c'est? La prévention rassemble l'ensemble des actions, attitudes, comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou améliorer sa santé. Il y a la prévention primaire à l'école, quand on est jeune, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas faire de la voiture à toute vitesse ou du vélo pour les enfants et mettre un casque. Et il y a la prévention secondaire. On a une maladie chronique diagnostiquée et il est encore possible de faire de la prévention pour empêcher son aggravation. Il faut bien comprendre que la médecine repose non pas sur des impressions, mais sur des preuves. Donc, en matière de prévention, il y a des choses extrêmement clairement d'utilité démontrée. Donc, on sait que l'hygiène de tous les jours, que ce soit pour lutter contre la sédentarité, lutter contre l'obésité ou le poids excessif, lutter contre le tabac ou l'alcool, ont une importance clé dans notre même longévité ou dans le risque de survenue des maladies. C'est à la fois très connu, mais à la fois nous sommes tous sédentaires, on est très souvent en surpoids, il y a, ça a été dit tout à l'heure, énormément encore de fumeurs, et notamment chez les jeunes adolescentes en France, c'est un énorme souci. Et l'alcool, il y a des progrès historiquement, on buvait beaucoup plus en France pendant la guerre de 14-18 et jusqu'aux années 30-40, et maintenant on est en progrès, mais enfin il reste des îlots vraiment très préoccupants d'alcoolisme. Enfin, le deuxième cadre, c'est que la prévention, c'est aussi dépister des maladies avant qu'elles n'évoluent de façon importante, mais c'est aussi, une fois qu'on a fait le diagnostic, d'opérer un suivi régulier pour empêcher leur aggravation. Donc les démonstrations d'utilité de cette prévention secondaire concernent l'hypertension artérielle, un tiers de la population adulte, 12,5 millions de personnes en France, tout de même, le diabète, tous les cancers, les dyslipidémies, c'est-à-dire les anomalies du cholestérol et des triglycérides, et évidemment les maladies infectieuses. Alors là, les armes de la prévention, c'est toujours et encore l'hygiène de vie, mais là on rajoute la médecine thérapeutique, soit des médicaments, soit des vaccins. Pour la Covid, c'est une évidence, et ce n'est qu'un exemple, mais aussi les mesures de prévention, le masque, le lavage des mains, etc. Maintenant, nous avons la technique qui arrive. Il y a un schéma qui devrait apparaître, je vais voir si je clique une deuxième fois s'il apparaît, oui. La capacité des ordinateurs, des capteurs, de tout mesurer sur les corps est phénoménale. Tous les organes maintenant sont concernés, les yeux, la peau, les intestins, les mains, les mouvements, c'est inouï. Donc ça, ce sont les capacités techniques, c'est une chose. Mais maintenant, il y a la vie courante. La vie courante, c'est que nous sommes extrêmement nombreux à avoir un petit ordinateur dans la poche. Les smartphones sont des ordinateurs. Ils peuvent, en matière de prévention, faire 3 registres de choses. Premièrement, nous pouvons interagir avec des questionnaires, avec la pensée. Est-ce qu'on a mal?
Est-ce qu'on est en détresse psychologique? Est-ce qu'on a des scores d'essoufflement quand on a une maladie pulmonaire? Il y a des choses tout à fait validées. Et donc on répond à des questionnaires, ça fait des scores, ça fait des réponses plus ou moins sophistiquées, mais il y a des interactions parfaitement scientifiquement démontrées et utiles, et donc le smartphone permet de communiquer avec un système. Ensuite, le smartphone embarque ce qu'on appelle des capteurs. Alors, tous nos smartphones ont dedans la capacité de mesurer les mouvements de notre corps. Ils ont la capacité d'enregistrer les bruits et les voix avec le microphone. Et ils ont la capacité de voir ou d'être vus avec l'objectif de caméra. J'y reviendrai sur les applications médicales. Donc, 3 grandes fonctions. Enfin, on peut connecter, souvent maintenant sans câble, wireless, c'est-à-dire en Bluetooth avec des objets, des balances, des tensiomètres, des bracelets dits intelligents. Là, je mettrai smart wrist, je mets des guillemets intelligents, parce qu'il y a les montres connectées. On peut mettre sous le matelas du lit des capteurs qui vont avoir une interprétation sur votre capacité de sommeil. Et enfin, par exemple, des capteurs de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Donc, les smartphones sont des ordinateurs capables de recueillir des données. Ces données médicales, ces paramètres de santé, s'appellent maintenant des biomarqueurs biométriques. C'est-à-dire qu'on a un marqueur biologique, c'est la prise de sang, le taux de sucre dans le sang. Nous avons maintenant des marqueurs médicaux à finalité médicale dans les smartphones, mais numérisés, avec là encore, et je passe vite, une énorme volant d'activités possibles. Et je voudrais juste que vous reteniez le commentaire du bas. Ce n'est pas parce qu'un capteur existe qu'il faut le conseiller. Quand je dis le conseiller, c'est le médecin. Oui, mais il y a 200 000 applications dites santé sur les stores de smartphones. Comment voulez-vous qu'on choisisse? C'est extrêmement difficile parce que, à l'inverse de certains matériels, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, il n'y a pas de validation et de certification à ce jour valable pour nous classer toutes ces applications. Ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis. Il y a quelques classements, mais rien de bien fiable. Et tout ce qu'on appelle le rating en anglais, c'est-à-dire le nombre d'étoiles d'une application, je vous donnerai un exemple, n'est absolument pas fiable. Ce n'est pas parce qu'on a une application 4 ou 5 étoiles qu'elle est médicalement pertinente. Autre difficulté, c'est que ces applications sont conçues par des sociétés privées. Ça cache ou ça fonctionne avec des algorithmes, mais ces algorithmes sont de propriété industrielle, donc c'est secret, donc on peut très difficilement savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, ces systèmes ont de différentes finalités. Soit elles servent à informer, une application peut vous informer sur une maladie, soit elles permettent de communiquer, donc on peut communiquer soit avec un algorithme, c'est-à-dire on communique avec un ordinateur, soit maintenant se développent des systèmes de surveillance à distance, ce qu'on appelle le télémonitoring, soit de téléconsultation, c'est-à-dire vous pouvez consulter un médecin à distance et vous pouvez faire médiation avec votre smartphone. Et enfin, ça recueille aussi des données, et ça posera la question, on va y revenir dans votre enquête, de savoir où vont être stockées ces données et à quoi servent-elles, non pas forcément pour vous, mais aussi pour le concepteur de l'application. Les 2 phrases que je vais vous lire sont issues d'une enquête auprès d'associations de patients de 2018, qui a conclu sur l'usage des objets connectés que pour l'instant, quand on a interviewé les associations de patients et chaque patient répondait, on avait encore une utilisation minoritaire, voire même marginale, dans le cadre des maladies chroniques. Autrement dit, un usage assez réduit. D'autre part, ce travail, fait à l'École des Mines, avait montré que ces technologies, c'est-à-dire les 200 000 apps qui ont été citées, finalement, elles manquaient de spécificité par rapport aux besoins réels des malades. Et donc, l'enjeu essentiel, c'est de concevoir des applications qui soient adaptées à la situation ou à la maladie de la personne. Ça, c'était en 2018. Alpetis a posé la question à ses adhérents de savoir ce que les adhérents Alpetis pensaient des objets connectés. J'ai eu connaissance, il y a quelques jours, des résultats, j'ai été scotché, car, d'abord, 2000 personnes ont répondu, ce qui est vraiment important et qui prouve que vous formez une communauté dynamique.
Et on y lit que 51% des répondants utilisent des objets connectés. Donc moi, je n'aurais pas pensé qu'on atteignait une proportion aussi importante. Quand on a la tranche d'âge des répondants, donc il y avait peu d'adolescents, il y avait peu de centenaires, beaucoup de seniors, comme moi, comme vous. Eh bien, finalement, quand on avait 70 ans, on utilisait beaucoup les objets connectés. Deuxième enseignement pour moi. Ensuite, il y a une différence discrète entre les hommes et les femmes, un peu plus d'hommes, 54%, 49% pour les femmes, je ne suis pas sûr qu'on puisse en penser grand-chose. Enfin, 15% les utilisent tous les jours. Donc là aussi, c'est vraiment beaucoup. Donc, les répondeurs de cette enquête, Alpetis, sont des gens dynamiques. Alors maintenant, pourquoi ceux qui ne l'utilisaient pas ne répondaient pas? Pas le temps, j'en vois pas le besoin, ou 14% crainte que mes données aillent quelque part dans un univers non confidentiel. C'est important. Enfin, quelles sont les données suivies par ces personnes Alpetis? Le plus important est en bas, c'est le poids. Ensuite vient la pression artérielle, ensuite vient l'activité physique, ensuite vient le sommeil, ensuite vient le taux d'oxygène dans le sang et la glycémie. Alors, ce classement est extraordinaire parce que vous avez raison. Et on va le voir non seulement dans les diapos qui vont suivre, donc je ne connaissais pas cette enquête en faisant les diapos, et d'autre part dans les ateliers qu'on va vous proposer, parce que ça tombe pile poil. Donc l'utilisation faite par les adhérents Alpetis est en fait déjà la bonne en termes de pathologie concernée. Je vais gagner un tout petit peu de temps, puisqu'on commence en retard. Quelques commentaires. Toutes les applications ne sont pas bonnes à prendre. Et donc, je vais donner l'exemple des applications smartphone qui disent mesurer la pression artérielle en posant, comme le montre sur la photo, le bout du doigt sur l'objectif de la caméra. C'est une application nord-américaine qui valait 4$, qui a été au top des ventes, qui avait 5 étoiles, sauf qu'une étude scientifique également menée par une université américaine a démontré que l'application n'était absolument pas fiable. Autrement dit, il a fallu que des universitaires américains prennent possession de ce sujet, fassent l'expertise, publient dans une revue scientifique le fait qu'une application à grand succès n'était pas fiable. Et c'est embêtant, parce que donner des chiffres de pression artérielle qui ne sont pas les bons ont des conséquences, soit sur le diagnostic de la maladie, soit sur le dosage des médicaments pour les patients qui sont traités. Donc là, il y a quelque chose d'inacceptable, mais personne ne peut le savoir. Et les gens étaient très contents, elle est belle, elle est facile à utiliser, on a des chiffres, c'est merveilleux. Donc il y a une réelle difficulté à trouver des applications fiables, de non fiables, et ça c'est un exemple. Celle qui avait le plus de succès n'était pas fiable. J'aimerais maintenant vous parler de mots, parce que c'est lié à l'enquête IRESULT, parce que c'est mon métier à l'hôpital Pompidou, d'automesure de la pression artérielle. Et dans l'enquête, les diapositives que j'ai passées, 47% des répondants utilisant des objets connectés, 47%, la moitié d'entre vous, utilisaient les applications pour la pression artérielle. Donc, très vite, mais on en reparlera dans les ateliers, la pression artérielle chez vous se prend assis, au repos, sans avoir couru, tranquille, bien détendu, sans avoir fumé, et vous captez un certain nombre des chiffres pendant 3 à 7 jours durant. La pression artérielle, ce n'est pas un seul chiffre. Un seul chiffre, c'est faux. Un seul chiffre, même chez le médecin, c'est faux. Je ne peux pas le détailler, mais il y a toutes les publications scientifiques, et ce n'est pas une opinion personnelle, ce sont les recommandations internationales qui ont commencé en l'an 2000. On est en 2021, ça fait 20 ans qu'on a démontré que la mesure ponctuelle de la pression artérielle par le médecin, ponctuelle, n'est pas suffisante et qu'il faut employer d'autres techniques, soit des enregistrements de 24 heures, soit l'automesure pendant 3 à 7 jours. Donc ça, c'est le cadre extrêmement important à comprendre. Ensuite, et je reviens aux applications connectées, nous avons conçu une application qui s'appelle iResult, qu'Alpetis vous propose d'utiliser soit en dépistage de votre tension, la prévention,
soit en reconnaissance du contrôle ou non de votre situation si vous prenez des médicaments, donc c'est la prévention secondaire. Cette application interprète, et ce n'est pas facile à faire, avec un algorithme, toutes les mesures qui ont été faites. Elles le font en interprétant, elles font leur interprétation en tenant compte de l'âge, de l'existence ou non d'un diabète ou d'une insuffisance rénale, du sexe, du poids, de la consommation excessive ou pas d'alcool, de l'existence ou pas d'un tabagisme et de l'existence ou pas d'un traitement, et si oui, lequel. Donc, cette application est utilisée avec un tensiomètre à domicile, donc je vous ai indiqué les valeurs, et elle permet d'obtenir un compte-rendu. Ce compte-rendu, c'est lui qui va faire le lien entre vous-même et le médecin. Je clique encore. La première page et la deuxième page du compte-rendu vous montrent d'une part un classement de toutes vos valeurs de pression artérielle dans des zones de couleur, gris, vert, orange, rouge. Vous avez déjà deviné que le rouge, ce n'était pas une situation favorable, que le vert était la situation favorable. Je ne détaille pas. Et sur la droite de la diapo, vous voyez que les pressions artérielles dont on a calculé les moyennes du matin, les moyennes du soir et les moyennes de chaque jour, c'est le petit graphique sur la droite de la diapositive, les moyennes de chaque jour permettent de vérifier si la tension est à peu près stable ou si elle est trop variable, est assortie de conseils automatisés qui sont écrits en texte. Et ces textes ont été conçus avec des patients dans un langage compréhensible. Ils ne se contentent pas de dire « vous êtes, entre guillemets, avec une bonne ou une mauvaise tension », mais ils précisent les conseils de conduite de santé que vous pouvez faire, y compris jusqu'à éventuellement le conseil d'adapter le traitement. Si vous êtes traité dans la zone grise, votre pression est trop basse, il faut probablement diminuer votre traitement. Si vous êtes dans le orange, il faut probablement augmenter votre traitement. Et si vous êtes dans le rouge, il faut consulter rapidement le médecin, car dans les conseils, il y a aussi une notion de rapidité au recours du médecin. Et vous devinez que dans la zone verte, on ne vous demande pas de prendre un rendez-vous avec le médecin tout de suite. Donc on a, ça a été évoqué dans l'exposé précédent, la notion de conseil pour trier un peu la situation de chaque personne. Le mot triage est important, il n'est pas beau en français, mais il est très utilisé en anglais pour justement, avec l'automesure à domicile, aider la personne à consulter le médecin au bon moment, c'est-à-dire ni trop peu, ni pas assez. Quelqu'un qui se sent très très bien, mais qui a une pression trop haute, ici en orange ou en rouge, doit avoir un avis médical. Quelqu'un qui est en vert et qui est en situation n'a pas besoin d'avis médical rapide, et il le fera quand il verra son médecin, comme d'habitude. Donc on a une capacité là de l'application à repérer les situations et donner des conseils personnalisés, parce qu'on tient compte de la personne, de son âge, etc., je l'ai dit, et aussi de l'orienter vers un professionnel de santé. Et quand je dis le médecin, je suis dans la pratique quotidienne d'aujourd'hui, mais comme ça a été dit tout à l'heure, il est évident que les infirmières ont un rôle absolument clé, et j'y reviendrai à la fin de la diapositive de mon exposé. Donc, si vous le voulez bien, testez l'application grâce à la campagne de dépistage alpetiste, vous mesurez votre tension au domicile, vous analysez vos résultats avec l'application qui s'appelle iResult.com, il y a un tiret là qui est échappé, vous envoyez le compte-rendu, et dans les flyers qu'on vous remettra ou les messages mails que vous recevrez, vous me les enverrez personnellement à mon adresse mail hospitalière, ce qui gardera la confidentialité de vos données, si vous le voulez, hein, c'est du volontariat. Et donc, je récupérerai tous les comptes rendus, je verrai la qualité ou la situation de la pression artérielle des adhérents Alpetis, et donc on vous demandera de répondre à un questionnaire en ligne d'une dizaine de questions pour comprendre votre réaction par rapport à l'application, sous-entendu, est-ce que vous avez été voir le médecin ou pas, pourquoi, à quel moment, est-ce qu'il a changé vos médicaments ou pas. Et si on y arrive tous ensemble, on aura un test en grandeur nature et réelle, toujours sur le mode volontaire évidemment, avec des réponses qui sont totalement confidentielles, je n'aurai pas accès au nom de vos réponses,
ni Helpetys d'ailleurs, hein, ça va sur un serveur totalement anonymisé. On aura la capacité de savoir si on écrit à, j'invente, 1000 personnes au sujet de la pression artérielle, eh bien, combien étaient dans une situation satisfaisante, combien étaient avec un risque élevé, et mieux que ça, celles qui étaient en risque élevé ont-elles eu une conduite de santé appropriée, sous-entendu aller voir son médecin ou son infirmière. Donc, s'il vous plaît, participez. Encore un mot maintenant sur les oxymètres de pouls, qui est extrêmement utilisé. C'est un appareil qui se met au bout du doigt, il y en a de plus en plus connectés. Si vous faites oxymètre de pouls sur Google, vous tombez sur des sites commerciaux qui vous en proposent absolument de toutes les sortes en pagaille, beaucoup de connectés, et pour entre une vingtaine d'euros pour les premiers. Et donc, on a une accélération de cet outil, notamment depuis l'épisode Covid, parce qu'ils ont été très utiles en cas d'infection pour la Covid. OK, c'était utile pendant la Covid parce que dans la Covid, l'atteinte du poumon est extrêmement particulière, ce n'est pas comme dans les autres maladies. Et dans ce cas-là, la surveillance du taux d'oxygène est fondamentale, car on commence dans cette maladie à baisser son taux d'oxygène, ça s'appelle la saturométrie, dans le sang, avant d'être essoufflé. Donc, la première semaine de Covid, il y a une certaine stabilité, mais la deuxième semaine, il y a un gros potentiel d'aggravation, et c'est pour ça que la Sécurité sociale en France a remboursé les oxymètres de pouls pour le suivi des patients atteints de Covid. Après, vous avez la bronchite chronique obstructive, 2,5 millions de personnes en France, majoritairement les gens qui ont fumé très longtemps, qui sont formidablement essoufflés, dont beaucoup ont besoin d'oxygénothérapie. Et là, la saturométrie est utilisée également à titre de surveillance. Mais là, les choses se compliquent. Je le redirai dans un tableau qui va suivre. La personne elle-même est quand même en position difficile d'interpréter elle-même les résultats, parce que le résultat seul n'a pas de signification si on ne connaît pas d'autres paramètres sur les prises de sang et sur l'état clinique. Donc, c'est un indice important, mais insuffisant pour faire une analyse complète de la situation. Enfin, troisième chose qui me fait bondir, quand on va sur Internet, on fait oxymètre de pouls et on voit toutes les publicités, ça vante l'utilisation de la mesure du taux d'oxygène dans le sang au bout du doigt dans l'asthme. C'est une erreur fondamentale, ça peut être un danger, car une crise d'asthme sévère peut mettre en jeu la vie des gens. Il y a 1000 morts par an d'asthme en France, mais l'aggravation se fait plus rapidement que la baisse de l'oxygène. Autrement dit, on peut être faussement rassuré. En fait, c'est ce qu'on ressent. L'autre système de mesure, c'est la force du souffle. On souffle dans un appareil, un dispositif spécial qu'on appelle peak flow. C'est ça le paramètre de gravité ou pas de la crise qui fait qu'on appelle ou pas le SAMU, ou qu'on va ou pas voir son pneumologue, ou qu'on va voir les services des urgences. Ce n'est pas la saturométrie. Or, le problème, c'est que les publicités sur Internet, que ce soit en anglais ou en français, pour ces dispositifs, sont proprement inadaptées. Et ça, seul un professionnel de santé formé peut le savoir. Et je pense que même beaucoup de généralistes ne le savent pas. C'est vous dire le degré de complexité. Très populaire, c'est la mesure de la fréquence cardiaque avec un smartphone. Vous mettez votre doigt sur l'objectif du smartphone. Là, ça marche assez bien. Alors, c'est bien dans le loisir, c'est bien pour faire du vélo. On peut mesurer sa fréquence cardiaque en faisant du vélo. Bon, très bien. Médicalement, à quoi ça sert? J'ai quand même envie de dire que je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que nous, professionnels de santé dans des services spécialisés d'hypertension artérielle et de cardiologie, nous ne nous en servons pas. Je parle de la fréquence cardiaque. Par contre, l'avenir est probablement aussi là-dedans, parce que les nouveaux algorithmes sont capables de détecter des irrégularités du cœur. Donc là, on a la capacité en train de se construire de la détection d'une maladie relativement fréquente qui s'appelle la fibrillation auriculaire, qui concerne les gens souvent après 65 ans, très rarement avant, et qui nécessite un traitement médical très particulier avec des médicaments anticoagulants. Et là, il y a dans la progression de la qualité des algorithmes quelque chose qui est en train de se passer. Alors Apple, qui a sorti une montre de cardio training, se vante d'être capable de détecter la fibrillation auriculaire.
C'est pas faux, parce que ça a été étudié très savamment avec des scientifiques, mais un vrai électrocardiogramme qui fait le diagnostic a 12 dérivations. C'est un petit peu compliqué ce que je vous dis, mais l'analyse de l'activité électrique du cœur, pour être de qualité, doit passer par 12 capteurs. La fréquence cardiaque, soit par montre, soit au bout du doigt, c'est qu'un seul paramètre. Donc c'est un petit peu comme si à la bataille navale, où il n'y a que 2 paramètres, dans un sens, dans l'autre, pour taper sur un croiseur, ben là, vous n'en avez qu'un seul. Donc c'est quand même très imprécis. Donc la détection de la fibrillation auriculaire, des troubles de bruit par le smartphone est probablement quelque chose qui va de plus en plus progresser, mais au jour d'aujourd'hui, en 2021, c'est un peu tôt. Traceurs d'activité, tous les smartphones tracent les activités. Ce n'est pas très fiable. Les études ont montré que par rapport, suivant les types de téléphones, au système professionnel de référence, il y a des erreurs de 25%, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave qu'un appareil vous dise vous avez fait cette fois, qui dise vous avez fait 6000 pas ou vous avez fait 7000. Ce qui va compter, c'est que vous allez faire la différence par rapport à hier. Donc, on n'est pas là dans le besoin d'une précision aussi importante que tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquence cardiaque ou la pression artérielle. Donc, on a des appareils qui fonctionnent. Malheureusement, quand c'est le médecin qui conseille le port de comptage de pas, eh bien, les études ont montré que les personnes le font 3 mois et puis après, on est lassé, on utilise moins le traceur. Or, pour que médicalement, on lutte contre la sédentarité, il faut marcher tous les jours, 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans de suite. Donc, l'activité de comptage de pas qui permet de réaliser combien on a marché si on est en progression-diminution, la vraie jauge, c'est une évolution par trimestre. Et ça, c'est notamment vrai pour les malades qui sont insuffisants respiratoires de BPCO, car figurez-vous que pour prolonger la longévité des patients qui ont une BPCO, l'activité physique a fait la preuve d'une meilleure efficacité sur, je dis bien, la longévité, la mortalité, plus que les médicaments. Donc vous ne pouvez pas savoir à quel point, pour ce type de patient, le traceur d'activité, pour peu que les patients ne se découragent pas à le porter et à en rendre compte à un professionnel de santé les résultats, peut être extrêmement fondamental pour prévenir l'aggravation de leur maladie. Mais il faut parler aux médecins. Il faut choisir ce qui est médicament utile. Et je fais un tout petit rappel sur les panneaux. Le podomètre, oui, parce que la lutte contre la sédentarité, ça prévient des maladies cardiaques, ça prévient de l'hypertension, des cancers, et ça empêche les aggravations des maladies pulmonaires. Surveiller sa tension, 1000 fois oui, 1/3 des adultes sont concernés. L'hypertension est la première cause d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance rénale. La moitié des diabétiques sont hypertendus et ils meurent plus du cœur que de leur diabète. Un diabétique âgé, il meurt d'infarctus, il ne meurt pas de son diabète. Les grossesses, la première cause de mortalité infantile, c'est l'hypertension de la grossesse. 5% des grossesses, les femmes enceintes doivent se faire suivre. L'insuffisance cardiaque, là c'est différent. Il ne faut pas que la tension dégringole trop avec les médicaments de l'insuffisance cardiaque. Et enfin l'infarctus, c'est connu, l'hypertension conduit vers l'infarctus. L'oxymètre, je le répète, très utile dans la Covid, seulement avec des professionnels en cas de BPCO, la bronchite chronique, surtout pas dans l'asthme. Les balances, 1000 fois oui, il faut lutter comme pour la sédentarité contre la prise de poids. Dans l'insuffisance cardiaque, c'est un indice extrêmement important d'aggravation possible de la maladie à court terme, dans les 3 jours. Mais là, je l'ai mis dans la case utilité mal démontrée parce que c'est obligatoirement en lien avec un professionnel et qu'on n'a pas encore d'études qui montrent qu'un insuffisant cardiaque tout seul arrive à gérer son poids et ses médicaments. C'est un peu trop tôt. Le micro, sachez qu'il y a des diagnostics d'asthme en recherche par micro, sur la qualité le bruit, la fréquence des soufflements. On est capable de reconnaître un sibilant, un bruit particulièrement aigu. C'est de la recherche, donc ce n'est pas pour aujourd'hui, mais on va y arriver. L'objectif de la caméra, la fréquence cardiaque, j'en ai dit un mot, mais sachez aussi qu'il y a des applications qui peuvent reconnaître les caractères plus ou moins cancéreux des grains de beauté. Mais ce n'est pas encore tout à fait assez démontré, et aussi beaucoup de mauvaises applications.
Donc c'est assez populaire, mais en 2021, je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser. La tension doit être prise assis et uniquement au repos, et il n'est pas recommandé par la communauté scientifique de prendre sa tension avec les bracelets et les montres, car ce n'est pas adapté. L'objectif de la caméra, donc je l'ai dit, il y a aussi l'objectif qui est capable de mesurer la tension, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas fiable. Enfin, la glycémie, c'est très important pour les diabétiques, beaucoup plus pour les diabétiques sous insuline qui ont besoin de vérifier leur taux de sucre dans le sang chaque jour, alors que le diabétique de type 2, ce n'est pas forcément chaque jour. Et enfin, sur la droite, inutile et dangereux, il y a des applications qui calculent la dose d'insuline à partir des informations que vous rentrez. Il a été démontré que plusieurs étaient fausses, et là c'est très dangereux, car si vous donnez trop d'insuline, vous pouvez en mourir ou faire un malaise extrêmement fort. Mes dernières diapositives sont les suivantes. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte pour la e-santé. À gauche de la diapo, vous avez les soins usuels. Vous voyez votre médecin face-face. Très bien, vous connaissez. Mais maintenant, la machine, je vais le dire comme ça, elle peut être un intermédiaire. Parce qu'on a des smartphones dans la poche qui captent de l'information, qui peut être connectée. Donc ça va d'une part dans le nuage, le cloud, et le médecin peut aussi en voir les résultats. Donc là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se dessiner. Après, il faut, et ça a été dit également tout à l'heure, évidemment garder le contact avec ces professionnels de santé. Je veux dire, on peut arriver à un bon effort, un bon élément d'autonomie. iResult est fait pour ça, avec la tension. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un contrôle médical de temps en temps, ou urgent parfois. Et ce qu'il y a quand même d'intéressant, vous connaissez les déserts médicaux, vous savez que ce n'est pas facile d'avoir des rendez-vous forcément. Donc quand on a des données qui ont été numérisées, captées, ces fameuses données biométriques que j'ai dit tout à l'heure, eh bien maintenant se développe la pratique de la téléconsultation, c'est-à-dire votre médecin traitant n'est pas disponible, il est en vacances ou dans le village où vous habitez ou la banlieue parisienne. Je travaille en Île-de-France avec un hôpital où il y a 2000 malades dans l'Île-de-France. Je peux vous dire que la moitié n'ont plus de médecin, même pour des malades extrêmement graves. Eh bien vous avez des données qui sont pertinentes, qui peuvent être communiquées en téléconsultation. Donc le médecin qui téléconsulte, il a déjà des données, c'est une partie du dossier médical, parce que les comptes rendus, ils peuvent aller dans le DMP, on l'a dit tout à l'heure. Donc on a des choses solides pour l'échange, et pareil, vous avez des conseils d'autogestion, parce que c'est pas mal aussi de savoir s'il faut appeler tout de suite le SAMU, ou si ça peut attendre demain, etc. Donc ces applications ouvrent quelque chose de très intéressant. On n'a pas le temps de questions? Si. Parce qu'en fait, vous avez des ateliers au 3e étage, je vous passe la vue, elle est bluffante sur la baie de Saint-Malo, c'est extraordinaire. Vous avez 6 ateliers. Vous allez trouver que des professionnels. Vous allez trouver pour la pression artérielle Sabrina, qui est là, je crois, qui est infirmière spécialisée en éducation thérapeutique à l'hôpital européen Pompidou où je travaille, et je la remercie d'être venue. Elle connaît son boulot par cœur et elle pourra répondre à vos questions. Et les autres professionnels, ce sont ce qu'on appelle des prestataires, c'est la société Asdia, que je remercie également d'avoir accepté l'invitation de participer. Ce sont des professionnels de santé qui se déplacent au domicile de patients, souvent des patients assez graves, et qui utilisent au quotidien un certain nombre de capteurs et qui savent les utiliser. Ça va de la balance aux mesures de la glycémie, donc le sucre dans le sang, l'activité physique, le sommeil. Et puis, un atelier où je serai un peu plus général, où moi je préférerais vous entendre me dire comment vous utilisez les objets connectés, plutôt que répondre à votre question, mais vous ferez ce que vous voudrez. À tout à l'heure, j'espère que vous allez venir nombreux.